c'est autour de la formule de Bayes. Il y avait 2 exercices. Donc, le premier, on considère une population donc dans laquelle un sujet sur 100 est malade. On a un test qui permet de reconnaître donc un malade. On a donc un test positif quand on a un malade, c'est 9 chances sur 10, et un test négatif pour quelqu'un de pas malade, 8 chances sur 10. Et la question, c'est, on prend un sujet qui est testé positivement et quelle est la probabilité qu'il soit malade? Il s'agit d'un retour en arrière. Je vous ai dit hier que la formule de Bayes, on allait l'utiliser quand on voulait revenir en arrière. Donc, on a le résultat, c'est-à-dire que la personne est testée et le test est positif, et revenir en arrière, ce qui est préalable en fait au test, c'est de savoir si la personne est malade ou pas. Donc déjà, la chose importante, la première étape importante quand on travaille en proba, c'est de définir proprement les événements. Donc, je vais avoir besoin des événements suivants. Je vais appeler M, le sujet est malade. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous ai dit hier de donner des noms parlants à vos événements, pour que ce soit assez explicite. Comme ça, si jamais on oublie de définir un événement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les notations. Donc, M, la personne est malade. Le fait que le sujet soit sain, on peut l'appeler S. Mais en fait, tout simplement, ça sera M bar. Ce sera l'événement contraire. Soit il est malade, soit il n'est pas malade. De la même façon, quand on prend des personnes qu'on les teste, soit le test est positif, soit le test est négatif. Mais finalement, le fait que le test soit négatif, je peux le noter comme étant le contraire de positif. Alors, à partir de là, je dessine mon arbre. Donc, la situation de base, la personne est malade ou pas. Et ensuite, quand on la teste, elle est testée positive ou pas. Positive ou pas. Et je vais remplir ici les branches de mon arbre en mettant dessus les différentes probas, en fait, les différentes informations que j'ai dans l'énoncé. La première, c'est que 1 sujet sur 100 est malade. Et effectivement, si j'en ai 1 sur 100 qui est malade, j'en ai 99 sur 100 qui ne le sont pas. À partir de cette situation, donc là, donc sur les branches, hein, j'ai bien marqué ce qui était en rouge ici. Je vais maintenant tester les personnes. Donc, les personnes malades, le test est positif avec 9 chances sur 10. Donc, c'est cette information-là que je retranscris ici en termes de probabilité. Et le fait que la personne malade soit testée négativement, donc là, on est sur une erreur de test, en fait, c'est 1 chance sur 10. Alors, ça paraît pas beaucoup. En fait, on va voir dans la suite que c'est énorme, que ça fausse vraiment les résultats. De la même façon, quelqu'un qui n'est pas malade, quand on va le tester, donc on a dit que s'il avait un test négatif avec 8 chances sur 10. Donc quelqu'un de non malade, un test négatif, 8 chances sur 10, mais il y a des faux positifs, c'est-à-dire qu'il peut être testé positivement alors qu'il n'est pas malade. Et ce 2 chances sur 10 d'être testé positivement, il est carrément énorme. On va le voir dans la suite. J'ai complété. Donc, finalement, les branches ici, ce que j'avais mis sur les branches, je l'ai précisé à côté. Ça représente quoi? Ça représente des probabilités conditionnelles. Les petites branches, on a ici, les grosses branches, c'est les probas de base, en fait, du système complet. Sur les petites branches, on fera toujours apparaître des probabilités conditionnelles, puisque ce 9 dixième ici représente la proba d'être positif, sachant qu'on est malade. Le 1 sur 10, la proba d'être testé négativement, sachant qu'on est malade. Et ainsi de suite. Donc, le 2 sur 10, c'est la proba d'être positif, sachant qu'on n'est pas malade. Le 8 sur 10, d'être négatif. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, d'être positif, sachant qu'on n'est pas malade. Et 8 sur 10, la proba d'être négatif, sachant qu'on n'est pas malade. Et ce qu'on voit apparaître, donc systématiquement, si votre arbre il est bien fait, vous avez ici la première étape, en fait, les grosses branches qui vont structurer l'arbre, c'est le système complet avec lequel on va travailler. Vous allez me dire, oui, mais positif ou négatif, c'est aussi un système complet. Oui, c'est un système complet, mais qui n'est pas structurant, puisque ça vient en deuxième considération.
À partir de là, on regarde ce qu'on nous demande de calculer. Donc, il y a toujours deux étapes. La première étape, définir les événements. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on veut calculer. Et on nous demande de déterminer la proba d'être malade, sachant qu'on est testé positivement. Donc ça, si je regarde dans toutes les probas que j'ai, ça n'apparaît pas. C'est jamais dans le bon sens, en fait. Cette proba, elle est dans le mauvais sens. Il s'agit de remettre les probas à l'endroit. Remettre les probas à l'endroit dans la formule du cours, c'est ce que j'ai appelé étape 1 dans la formule de Bayes. Je commence par travailler sur l'intersection. Donc, c'est la proba de M, donc d'être malade et positif, sur la proba d'être positif. Malade et positif, je le mets dans le bon sens. Je le mets dans le bon sens, c'est la proba d'être positif, sachant qu'on est malade, fois P2M. Ça, c'est dans le bon sens puisque c'est que des probas qu'on a facilement. La proba d'être malade, elle est là, c'est une chance sur 100. D'être positif, sachant qu'on est malade, c'est le 9 sur 10 qui est. Donc ça, c'est que des probas qui se calculent bien. La probabilité d'être positif, telle que je cherche là en dessous, au dénominateur, ben ça va être grâce à la formule des probas totales que je vais pouvoir la trouver. Donc, je vois apparaître le système complet ici, M bar, le système complet, et la formule de Bayes avec ce système complet, c'est en fait prendre ce qui est au dénominateur ici et essayer de calculer grâce à la formule des probas totales. La formule des probas totales, elle se lit dans l'arbre. Je cherche quand est-ce qu'on a quelqu'un qui est positif. Il y a deux situations possibles. Je vais faire les deux produits ici, 1 sur 100, 9 sur 10, 99 sur 100 fois 2 sur 10, et je vais ajouter les résultats. Je pense que c'est une démarche que vous avez déjà rencontrée au lycée. Donc, ajouter les branches, finalement, ou ajouter les chemins, je ne sais pas comment vous aviez l'habitude de le dire, et les chemins, je les obtiens donc grâce à des produits. Et en fait, ça s'appelle la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements M bar, de façon plus formalisée. Et là, donc quand j'applique la formule des probas totales, avec un système complet, donc finalement qui est relativement simple, puisqu'il est binaire. J'applique les formules. La proba d'être positif, sachant qu'on est malade, donc c'est le 9 sur 10 qui est ici. Je multiplie par la proba d'être malade, le 1 sur 100 qui est là. Et ensuite, le 2 sur 10, puisque c'est la proba d'être positif, sachant qu'on n'est pas malade, et je multiplie par la proba de ne pas être malade. Là, j'ai fait des petites simplifications de fractions. Je vois qu'à chaque fois, tout est toujours divisé par 1000. Je multiplie par 1000 en haut et en bas, ce qui fait qu'en haut, il me reste le 9 qui était là. En bas, le 9 fois 1, donc 9, et le 2 fois 99. Je vais encore simplifier, je simplifie tout par 9. Il me reste 1 en haut, 1 plus 2 fois 11. 2 fois 11, ça fait 22. 23, une chance sur 23. Donc, le résultat est pas du tout satisfaisant si on y regarde bien. Ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle personne dans la population, vous la testez et cette personne est positive. Et on se dit, oh, bah, il est positif, alors c'est sûrement qu'il est malade. En fait, pas du tout. On regarde, il y a une chance sur 23 pour qu'il soit malade. Donc, les tests ici sont complètement nuls. Hein. Les risques d'erreur ici, c'est-à-dire le 2 chances sur 10 d'erreur et le 1 chance sur 10 d'erreur là, sont énormes. Et c'est pour ça que, en fait, on prend quelqu'un, on le teste et on voit qu'il est positif. Ça ne veut pas dire du tout qu'il soit malade. Voilà pour cette première application. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant que je passe à la suivante? Pas plus que ça. Bon, on regarde la suivante qui était peut-être plus délicate. Donc, on avait dans la suivante deux. Elle est là. Voilà. On avait 3 situations possibles ici, alors que dans la précédente, on était sur quelque chose de binaire. 3 situations possibles au départ. Soit la carte tirée, c'est la carte qui avait 2 faces rouges, où la carte tirée, elle était rouge d'un côté et blanche de l'autre, ou alors la carte, c'était 2 faces blanches. J'ai donné des noms aux événements. On a d'autres choix hein, de noms. J'ai choisi B0,
deux faces rouges, ça veut dire B blanche 0, il n'y a pas de face blanche. Ça veut dire 0 face blanche. Et B1, ça veut dire une face blanche et donc forcément une face rouge. B2, deux faces blanches. Donc c'est voilà, c'est lisible ici. Les notations me paraissent assez lisibles, assez compréhensibles. Je peux constater que, comme j'ai dit que je faisais au hasard, c'était pas vrai quand je vous l'ai montré hier, mais si on prend une carte au hasard, forcément, comme il y a chaque carte a une chance sur 3 d'apparaître. On a dit que la carte, on la prenait, on la posait sur la table et on voyait apparaître une face rouge. Et quelle est la probabilité que la face cachée soit rouge? Ou ça revient au même. Je vous ai montré une face rouge à l'écran. Quelle est la probabilité que la face que je vois moi soit rouge? Quand on pose la question comme ça, on peut induire le public en erreur en se disant, bah voilà, la probabilité que la face cachée soit rouge, la face cachée, bah, elle est soit rouge, soit blanche. Donc, on a une première intuition qui peut être une chance sur 2. Puisque soit la face cachée est rouge, soit la face cachée est blanche. Donc, on se dit, ben, une chance sur 2 pour qu'elle soit rouge. Et en fait, pas du tout. Quand on le dit comme ça, c'est exprès pour induire notre public en erreur. Et on va faire le calcul. Alors, quand on fait le calcul, ce qu'on veut calculer déjà, on va essayer de préciser, c'est la probabilité que la face cachée soit rouge, sachant que la face visible est rouge. Donc, R, c'était le résultat, la face visible est rouge. Et la face cachée est rouge, ça veut dire en fait qu'on a tiré la carte qui avait deux faces rouges. En termes de carte, c'est intéressant de se ramener à ce qui se passe en termes de dans ce sens-là, c'est pas le bon sens, c'est pas un sens facile, donc je vais remettre les choses dans l'ordre en utilisant l'étape 1 de la formule de base. Je prends l'intersection, je divise par la probabilité d'avoir une face visible rouge, le R c'était ça, une face visible rouge. Je remets mes probas conditionnels dans l'ordre. Pourquoi dans l'ordre? Parce que la proba d'avoir une face visible rouge, sachant que la carte tirée c'est celle qui avait deux faces rouges, ça se calcule facilement. Cette probabilité-là, elle est égale à 1. Puisque si j'ai la face qui a la carte, pardon, qui a deux faces rouges, forcément, la face visible sera rouge. Donc ici, j'ai une proba qui est égale à 1, c'est facile à calculer. Et puis, la proba d'avoir tiré cette carte-là, c'est une chance sur 3, puisqu'on a dit que toutes les probas étaient égales à 1. Donc, la formule de base que j'utilise, c'est avec les événements, le système complet, B0, B1, B2, qui était apparu là, puisque j'ai que 3 cartes, je ne vais pas en tirer une quatrième de ma poche discrètement. Donc, quand j'applique la formule, donc, le haut, je garde le même, et simplement, il faut calculer le P de R en utilisant finalement la formule des probabilités totales avec le système complet B0, B1. Donc, voilà ma formule des probabilités totales que je remplis. Donc, ici, il y a 3 termes dans la somme, puisqu'on a 3 événements dans le système complet. Alors que dans l'exemple précédent, il n'y avait que 2 termes dans la somme en dessous, il n'y avait que 2 événements dans le système complet. Alors, on peut remarquer que le premier terme de la somme qui apparaît là, c'est toujours le terme qui est au-dessus. Parce que le terme qui est au-dessus, c'est un des termes de la formule des probas totales. Donc, j'y vais, sachant B0, la proba d'avoir R, sachant B1, la proba d'avoir R, sachant B2, la proba d'avoir R. Et là, maintenant, je me lance dans une réflexion sur la situation. Donc, en haut, on a dit que si on a pris la carte qui avait 2 faces rouges, la proba que la face visible soit rouge, c'est 1. Et chaque carte, elle avait une chance sur 3 d'apparaître. Ce qui fait qu'en bas, quand je complète, P de B0, c'est 1, P de B, c'est un tiers, pardon, P de B1, c'est un tiers, et P de B2, c'est un tiers aussi. Donc, on a un tiers qui apparaît à chaque fois. Maintenant, donc, si j'ai la carte, pardon, qui a 2 faces rouges, la proba d'avoir une face visible rouge, c'est 1, c'est sûr. Si j'ai la carte qui a une face rouge et une face blanche, quand je la pose sur la table, il y a 2 façons de la poser. Une où la carte visible, où la face visible, pardon, est rouge, et une où la face visible est blanche. Donc, une chance sur 2
que la face visible soit rouge. Et dans le dernier cas, quand on a une carte avec deux faces blanches, je l'ai mis dans la somme, ce terme-là. On pourrait dire c'est pas la peine, mais c'est bien de le mettre parce qu'on comprend mieux le mécanisme. Mais si je prends une carte qui a deux faces blanches, que je la tourne dans un sens ou dans l'autre quand je la pose sur la table, la proba d'avoir une face visible rouge est nulle. D'où le 0 qui est là. Et c'est important quand même de l'écrire. Même si on met un 0 ici, ça permet d'avoir vraiment la formule des probas totales écrite totalement. Donc, quand j'ai simplifié, ça disparaît. J'ai des 1 tiers partout, donc je multiplie tout par 3. Finalement, en haut, il me reste 1. En bas, il me reste 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. L'inverse de 3 demi, ça fait 2 tiers. Et c'est un petit peu étonnant, si on y réfléchit bien. Alors, parce qu'on s'attendait plutôt à une chance sur 2. En sachant que la face cachée, elle était soit rouge, soit blanche. On se dit une chance sur 2. Parce qu'on raisonne souvent en équiprobabilité. Donc, quand on vous dit soit rouge, soit blanc, on se dit, bah, c'est 50-50. Mais c'est pas vrai. La vie, c'est pas équiprobable. Si on vous dit, soit tu gagnes au loto, soit tu gagnes pas, c'est pas 50-50 les probabilités. Donc, finalement, là, c'est pareil. C'était soit blanc, soit rouge. La proba que ce soit rouge, c'est-à-dire d'avoir tiré la carte B0, la proba que ce soit rouge, c'était 2 chances sur 3. Elle est plus forte que la proba que ce soit blanc. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que comme la carte tirée, elle avait déjà une face rouge, ça nous pousse plus vers l'une des deux cartes qui est là, plutôt que vers cette carte-là. Donc, on est déjà sur ces deux cartes-là, et sur ces deux cartes-là, un peu plus vers la carte qui avait deux faces rouges. Voilà pour cet exemple. Je voulais compléter ça parce que ici, j'ai pas fait d'arbre. Alors, on peut se dire, bah, est-ce qu'on fait toujours un arbre? Pas toujours. Je dirais, on peut pratiquement faire toujours un arbre, sauf quand il y a trop de branches. On peut avoir une représentation de cet exercice avec un arbre. Je vous le propose ici. Si je regarde les 3 situations possibles au départ, c'est soit on a 0 face blanche, soit on a une face blanche, soit on en a 2. Ça, ce sont mes 3 cartes. Les 3 cartes que j'ai tirées, c'est ce que je fais en premier. Donc, c'est vraiment les branches structurantes de mon arbre. Je mets toujours un gros point ici, histoire de faire joli, de montrer que c'est vraiment la racine de l'arbre. Sur ces branches structurantes, j'écris les probabilités. À chaque fois, c'est une chance sur 3, puisqu'on a choisi la carte vraiment au hasard. Et maintenant, je mets mes petites branches, qui sont les résultats. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, je pose la carte sur la table et je regarde le résultat. La face visible, elle est soit rouge, soit blanche, soit rouge, soit blanche, soit rouge, soit blanche. Alors là, il y a des gens qui vont faire des histoires en disant oui, mais en fait, c'est pas la peine parce que vu qu'on a deux faces blanches, c'est pas la peine de mettre R puisqu'on n'aura pas de face visible rouge. C'est vrai, mais je le mets quand même pour garder une symétrie à mon arbre, pour qu'il soit joli. Sinon, vous allez avoir un arbre, il est tout moche, il a des branches toutes seules. Simplement, sur mes branches, quand une branche n'apparaît pas, en fait, c'est qu'elle a une probabilité nulle. Il suffit de mettre 0 sur la branche. Mais je dessine donc les branches et je fais apparaître des probabilités nulles à chaque fois. Donc, à partir de la carte qui a deux faces rouges, la proba d'avoir une face visible rouge, c'est 1, et une face visible blanche, c'est 0. À partir d'une carte qui a une rouge, une blanche, c'est 1,5. Et celle qui a deux faces blanches, 0 possibilité pour voir du rouge, et forcément proba 1 pour avoir du blanc. Les 3 événements qui apparaissent ici, sur mes branches structurantes, ça va être mon système complet d'événements. Et les petites probas que je mets sur les branches ici, là, les petites probas en bleu sont des probas conditionnelles. Alors, ce qui nous intéressait, c'était la probabilité d'avoir une face rouge à la fin. Si je veux la proba d'avoir une face rouge, la réponse, c'est toujours ça dépend. Ça dépend de la carte qu'on a tirée. Et quand on dit ça dépend, je vous ai dit, vous allez travailler avec la formule des probabilités totales. Et ça dépend de quoi? De la carte qu'on a tirée. Donc, on voit apparaître ici le système complet d'événements. Les calculs. Donc, j'ai entouré tous les moments où j'ai une face visible rouge.
à la fin de mon arbre, mes feuilles en fait. Et je fais les produits. Ce R ici, je fais le produit qui amène à R, donc 1 tiers fois 1. Ici, je fais le produit 1 tiers fois 1 demi, et là, le produit 1 tiers fois 0. Ces produits-là, ensuite, je les ajoute, plus, et le résultat que j'obtiens, c'est exactement la formule des probabilités totales. Donc, surtout en exercice, si vous faites un arbre, c'est bien. Si vous obtenez le résultat pour calculer P de R avec cette somme-là, c'est bien, mais vous n'aurez pas tous les points si vous ne citez pas la formule des probabilités totales et si vous n'exprimez pas le système complet d'événements. Donc, systématiquement, vous dites en utilisant la formule des probas totales avec le système complet d'événements. Ou la formule de Bayes ici, mais dans la formule de Bayes, c'est la formule des probas totales qui est cachée. Donc, faire un arbre, c'est bien. D'abord, c'est bien pour vous, ça vous permet de comprendre la situation. Ça permet de faire les calculs, d'avoir un calcul correct, c'est déjà pas mal. Et si en plus, vous citez la formule des probas totales, là, c'est parfait. Voilà pour cet exemple-là. Je vais vous donner tout à l'heure un premier exercice à préparer, donc sur les probas à préparer pour lundi, qu'on corrigera lundi, en fait, 2 exercices qui mettent en œuvre la formule des probabilités totales. Donc, vous pouvez faire des arbres, c'est très bien. Voilà pour les 2 applications qu'on a vues, donc que vous aviez à regarder pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur ces applications? Toujours pas de questions. Bon, bah, très bien, hein, si vous avez tout compris, moi je trouve ça parfait. On va passer à la suite du cours, suite et fin du cours de proba. Suite et fin, voilà. C'est le grand 5, événements indépendants. Donc c'est vraiment quelque chose de lié très fortement à la notion de probabilité conditionnelle, puisqu'on va les voir réapparaître. Donc l'indépendance et les probas conditionnels, c'est très proche. On va commencer par une petite approche intuitive. On a donc 2 événements A et B, des vrais événements, c'est-à-dire des probabilités non nulles, donc pas des événements impossibles, pas l'ensemble vide. On dit que ces événements sont indépendants. On précise pour quelle probabilité on travaille. Si la réalisation de l'un n'a pas d'influence sur la probabilité de réalisation de l'autre. Ça, c'est la notion, je dirais, intuitive. Pour moi, c'est ça, 2 événements indépendants. C'est que s'il y en a un qui est réalisé, ça n'a pas d'influence sur l'autre, et réciproquement. Si c'est l'autre qui est réalisé, il n'a pas d'influence sur l'un. Alors, si je veux commencer à formaliser ça, ça veut dire que la probabilité de réalisation de A, sachant B, donc cette chose-là aussi, hein, ça et ça, c'est la même chose, bah, en fait, c'est la probabilité de A, puisque A n'a pas été influencé par la réalisation de B. Et aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je regarde la probabilité de réalisation de B, si A est réalisé, c'est pareil que P de B. Donc, même résultat. Maintenant, ça, je vais l'écrire en utilisant les formules, c'est-à-dire la formule de la définition d'une proba conditionnelle. La proba sachant B de A, c'est la proba de l'intersection sur P de B, pardon. Ça, c'est égal à P de A. Et d'un autre côté, si je prends la proba d'intersection divisée par P de A, ça va faire P de B. Et en fait, si je regarde ces 2 formules-là, en multipliant ici par P de B et là par P de A, je constate que ça me donne que la proba de l'intersection, c'est le produit des probas. Donc, dans les exercices ou dans la définition, en fait, quand on va vouloir formaliser ça, au lieu de faire toute une phrase en disant oui, ils sont indépendants, ça veut dire que quand il y en a un qui est réalisé, ça n'a pas d'influence sur l'autre. Et si c'est un petit peu long, on s'embête pas, on dit indépendant, ça veut dire la proba de l'intersection égale le produit des probas, tout simplement. Alors ça, c'est la définition. Quelques remarques là-dessus. Déjà, c'est que c'est fortement lié à la probabilité qu'on utilise. Dans les exercices, bon, souvent, il y a une proba au départ, et une probabilité plutôt uniforme, et on se pose pas de questions sur quelle proba on utilise. Mais finalement, on a vu qu'à partir du moment où on définissait des probabilités conditionnelles, avec une probabilité conditionnelle sachant un événement C ou un événement D, ben les événements A et B sont pas forcément indépendants de la même façon. Donc,
Il faut le savoir. Mais c'est vrai que dans la pratique, il y a pas de souci, en fait, parce que c'est très intuitif comme notion. Alors, attention quand même à ne pas confondre indépendant, ça veut dire que la proba de l'intersection, c'est le produit des deux probas, et incompatible, ça veut dire que l'intersection est vide. Donc, dans ce cas-là, la proba de l'intersection, c'est 0. Le produit des deux probas ou 0, c'est pas pareil. Des fois, les gens confondent, je pense que c'est une question de sonorité, c'est les mots indépendant, incompatible, ça commence pareil. Donc, dans ce cas-là, vous dites événement 10 juin et vous voyez, ça commence plus du tout pareil, on risque pas de confondre. La notion d'indépendance, elle est souvent intuitive. Exemple, si je vous dis, je lance 2 fois un dé et je veux calculer la proba de n'avoir aucun 3. Ça veut dire pas de 3 au premier lancé, 5 chances sur 6. Pas de 3 au deuxième lancé, 5 chances sur 6. Et c'est indépendant. On voit bien que quand je relance mon dé, il n'y a pas d'influence. Le fait de ne pas avoir eu 3 au premier, non, ça n'induit pas que j'ai moins de chances d'avoir un 3 au deuxième lancé. Donc, 5 sixièmes au carré. 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Même chose avec une pièce qu'on lance. Si je veux la proba d'avoir pile au premier lancé et face au deuxième lancé, ben c'est 1,5 pour le pile du premier lancé, 1,5 pour le face du deuxième lancé, 1,5 au carré, je fais un produit de 2 probas. Parce que là, ici, je me pose même pas de question. C'est évident que les événements sont indépendants. Une petite propriété sur l'indépendance. Les événements indépendants, si A et B sont indépendants, A et B bar sont indépendants. Ou alors A bar et B bar, ou alors A bar et B. Et en fait, tout ça, c'est équivalent. On peut travailler sur les événements contraires si on le souhaite. La démonstration, on n'en fait qu'un morceau parce qu'en fait, une fois que j'aurai montré que ça implique ça, ben, la réciproque, il suffit de remplacer ici B par son complémentaire et j'obtiens la réciproque. Et toutes les autres, il suffit de remplacer A par son complémentaire, ça marche. Si ça marche pour 2 événements A et B, ça marchera pour A et B bar, A bar et B. Pas de problème, il n'y a qu'une démonstration à faire. En fait. Donc, je vais montrer juste l'implication de ça vers ça. Je suppose donc que A et B sont des événements indépendants. Ça veut dire que je suppose que la proba de l'intersection, c'est le produit des deux probas. Maintenant, je veux calculer la proba de A inter B bar pour montrer que ces deux-là sont indépendants. Il faut que ça fasse le produit des deux probas. Donc, je calcule la proba de l'intersection et ça fait la proba, je reconnais que c'est la proba de A privé de B. Ah oui, A inter B bar, si je rembobine les cours précédents, effectivement, je sais pas si je l'ai gardé, non, c'est des poids conditionnels. On avait fait des schémas, donc A inter B bar, c'est finalement A privé de B. Si vous arrivez à visualiser les ensembles. Et la proba de A privé de B, quand on a travaillé sur la définition d'une probabilité, qu'on a vu les propriétés, on a dit que ça se calculait en faisant P de A moins la proba de l'intersection. Donc là, c'est du calcul général. Ici, la proba de l'intersection, par hypothèse, j'ai dit que c'était le produit des deux probas. Donc, je remplace. Là-dedans, je mets P de A en facteur. Il me reste 1 moins P de B. Et, le bol, 1 moins P de B, je reconnais que c'est la proba de B bar. Donc, finalement, en partant de P de A inter B bar, j'obtiens P de A multiplié par P de B bar. Ça me dit bien que les deux événements sont indépendants. Donc là, ça se démontre bien. Ça s'utilise pas tous les jours non plus. Hein. Bon, je vous ai dit parce que en fait, l'indépendance, quand elle est intuitive pour A et B, elle est tout autant intuitive pour A et le complémentaire de B. C'était surtout pour jouer avec les calculs. Petit 3, donc dans ce paragraphe sur l'indépendance, on va généraliser non pas à 2 événements, mais 3, 4, n. Donc, si je prends des événements A1, à N, on va dire qu'ils sont 2 à 2 indépendants. Ça signifie que quand j'en prends 2 au hasard, ils sont indépendants. Avec la propriété de tout à l'heure, c'est-à-dire la proba de l'intersection des deux, c'est le produit des deux probas. La deuxième définition, c'est la notion d'événements mutuellement indépendants. Alors, c'est plus fort. C'est plus fort. La définition précise, c'est quand on prend la proba d'un paquet, en fait, de ces événements, que j'en prenne 2, 3, 4, 5 ou tous, la proba de l'intersection, c'est le produit des probas.
Donc, on voit bien qu'il y a une généralisation. On doit prendre 2, je peux en prendre 3, 4, 5, 6, et ça fait toujours le produit des probas. En particulier, si je les prends tous. Si je les prends tous, la proba de l'intersection de tous les AN, c'est le produit de toutes les probas. Donc voilà, ça c'est la notion de mutuellement indépendant. C'est un peu plus fort que 2 à 2. Justement, c'est ce qu'on dit dans la remarque 1, c'est que s'ils sont mutuellement indépendants, forcément ils vont être 2 à 2 indépendants. Attention, la réciproque est fausse. On peut trouver des exemples où on a des événements, quand j'en prends que 2, ben, ils sont bien indépendants, mais si je les prends tous les 3, par exemple, quand il y en a 3, ils sont plus mutuellement indépendants. Il y en a 2 ensemble, ça bloque le 3e. En revanche, la notion d'indépendance, quand j'en prends n, c'est aussi assez intuitif. Vous reprenez l'histoire du lancer D, au lieu de le lancer 2 fois, vous le lancez n fois, et je veux la proba de aucun 3. Je vais généraliser. Le premier lancer, c'est 5 chances sur 6. Le deuxième, pareil, et n fois. C'est-à-dire, j'applique la formule qui est ici avec mes lancers de D. Donc, pas de 3 au premier, pas de 3 au deuxième, pas de 3 au dernier. C'est le produit de toutes les probas. Je fais la même chose avec une pièce. Si je veux avoir que des piles, quand je lance une pièce normale, avec une chance sur 2 d'avoir pile à chaque fois, je fais 1/2 fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2 n fois, parce qu'il est évident que quand je relance ma pièce, c'est indépendant du résultat précédent. Et ça, c'est vraiment très, très intuitif. Bien, ben voilà pour ce chapitre. On a terminé le chapitre probabilité. Je vais vous envoyer en début d'après-midi le résumé. Comme ça, vous aurez un résumé propre avec toutes les notions importantes. Vous apprenez bien ce qui est très important. Donc, il y a la définition. C'est important la définition, mais c'est pas ce qu'on utilise le plus dans la pratique. Donc, la définition, ça peut tomber, vous avez dit, ça peut tomber à l'oral du concours. Quand on vous dit, il y a une petite question de cours à l'oral du concours. Ça commence comme ça. Donc là, on peut vous demander de donner la définition d'une probabilité. Donc, on donne la définition qu'on a vue, c'est une application avec les 2 axiomes, ce qu'il faut. Ensuite, les choses importantes, c'est vraiment la définition de proba conditionnelle et les 3 formules. En particulier, la formule des probas totales, c'est le truc indispensable. On va le voir dans les exercices. Donc, je vais vous donner aussi, je vous envoie cet après-midi, 2 exercices à chercher pour lundi. Je vais vous donner les réponses. Parce que déjà, même avec les réponses, c'est pas évident. Donc, je vais vous donner les réponses et vous réfléchirez bien à tout ça pour lundi et on fera une correction détaillée lundi sous la forme d'un diaporama. Et puis, dans le week-end, je vais vous corriger votre devoir à la maison sur les matrices. J'espère que tout le monde l'avait bien envoyé. J'avais pas vérifié. Je vais le faire au fur et à mesure. Et je vous envoie les remarques au fur et à mesure que je les ai corrigées. Donc, individuellement, je vous renvoie les remarques sur votre devoir à la maison. Donc, je fais ça dans le week-end. Et puis après, si vous avez des questions sur ce devoir à la maison de matrice, au fur et à mesure, vous me les posez. Et sinon, on se revoit lundi matin pour des exercices de proba. Madame, j'ai une question. Oui. J'ai pas bien compris la remarque 1 de la généralisation. Ça, là. Ouais. Bon, alors je fais un exemple au tableau. Je m'en doutais. La caméra est là. Voilà. Alors, par exemple, je lance un dé 2 fois. L'événement 1, c'est obtenir 1 avec le premier lancer, en fait. Le premier lancer. C'est pas mal. L'événement B, c'est obtenir 3 avec le deuxième lancer. L'événement C, c'est la somme alors, est égale, la somme des 2 résultats est égale à 5.
Voilà mes événements. Si je regarde les intersections, si je regarde les trois ensemble, ben c'est pas possible. A inter B inter C, c'est pas possible d'avoir en même temps un D qui fait 1, l'autre qui fait 3 et la somme qui fait 5. Donc, ça fait 0. Si je regarde les trois probabilités, si j'ai pas, c'est mieux. Si je regarde P de A, P de A, P de A, ça fait 1/6, P de B, ça fait 1/6 aussi, P de C, on l'a pas calculé. C'est pas ça ce que je voulais. Je les regarde maintenant 2 par 2. Donc, les trois, ils sont non indépendants. Ils sont non indépendants parce que c'est sûr, l'événement A, il n'est pas impossible, donc sa proba est non nulle. L'événement B, sa proba, c'est 1/6. Et l'événement C, sa proba, je ne l'ai pas calculé, mais elle est non nulle. Donc, c'est sûr que les trois ensemble, ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants parce qu'en fait, le fait d'avoir 1 et 3, ben, ça bloque la somme. Donc, je ne peux pas avoir la somme égale à 5. Donc, si je prends les trois ensemble, ils ne sont pas mutuellement indépendants. En revanche, si je les prends 2 par 2, même sans calculer les probas, intuitivement, on voit bien que A et B vont être indépendants. Parce que le premier lancé, le deuxième lancé, ça va me faire un résultat indépendant. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Non, indépendant, l'accent est là. Donc, A et B, on sent qu'ils sont indépendants. Si on prend A et C, mais ils sont indépendants aussi. Parce que le fait d'avoir 1 avec le premier lancé et 5 avec le deuxième, ben ça signifie tout simplement avoir 1 avec le premier lancé et avoir 4 et 4 au deuxième lancé. Au deuxième. Et en tout cas, donc A et C vont être indépendants. Et puis si je prends B et C, c'est pareil. B et C, ils sont indépendants aussi. C'est aussi indépendant. Donc si je les prends 2 par 2, ils sont indépendants entre eux. Alors que si je les prends tous les trois, ils ne sont pas indépendants. Donc on peut dire qu'ils sont 2 à 2 indépendants, mais pas mutuellement indépendants. J'espère que ça va mieux. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, mais c'est spécial hein, comme notion. Je sais que il faut trouver des exemples un petit peu tirés par les cheveux. Mais en fait, on voit bien que 2 par 2, on voit bien qu'il y a des événements qui ne gênent pas 2 par 2. Donc, ils sont indépendants. Et pourtant, quand on les prend ensemble, donc 3, ça bloque. C'est trop bloquant. Voilà l'idée. Madame, moi j'avais une question par rapport à la démonstration de la propriété de A et B indépendants. Quand on calcule la probabilité de A inter B bar. Là? Oui, c'est ça. Pour justement P A égale P A, je ne sais pas comment. Privé de B. Privé ça de là. B. Ok. Alors ça, c'est que c'est un bout de, on l'avait vu dans la partie du cours. Je reviens à, est-ce que c'était là? Vocabulaire, voilà, probabilité, est-ce qu'on avait fait un dessin? Ah oui, super, je retrouve. C'était ça, P de A privé de B. Alors, la définition de A privé de B, c'était ça. C'était la partie blanche ici. Et c'est en fait l'intersection de A avec le complémentaire de B. Donc là, déjà, c'était un truc d'ensemble qu'on avait vu en début d'année. Mais ça se voit assez bien. Vous prenez le complémentaire de B, donc tout ce qui n'est pas dans B, et qui est quand même dans A. Donc ça, c'est A privé de B. Donc ça, c'est déjà important en termes d'ensemble
de comprendre que A privé de B, c'est A inter B bar. Alors, je peux refaire un dessin au tableau. Ça, c'est l'ensemble dans lequel on travaille, c'est oméga. On a B1 et on a B qui est là. Donc, A privé de B. Concrètement, on voit bien que A privé de B, c'est ça. Et si on veut le formaliser, on va écrire, on prend l'intersection de l'ensemble A, non pas avec B, mais avec le complémentaire de B. Et on se rend compte qu'effectivement, l'intersection avec A du complémentaire de B, c'est bien ça. Donc ça permet de visualiser que A privé de B, est-ce que c'est bien écrit? Que A privé de B, c'est bien A inter B bar. Donc, quand on a visualisé ça, on peut revenir à la partie du cours. Voilà, donc une fois que c'est visualisé, on a dit que la probabilité de A privé de B, de ce truc-là, ben, en fait, on prenait la proba de A tout entier et on enlevait la partie grisée qui était A inter B. Donc, c'est P de A moins P de A inter B. Ce qui fait que quand on revient au cours d'aujourd'hui, P de A privé inter B bar, je reconnais que c'est A privé de B, j'applique la formule. Voilà. Dans un second temps, j'utilise que A et B soient indépendants pour dire que c'est P de A fois P de B. Je mets P de A en facteur et là, je reconnais la probabilité du complémentaire, le truc classique, P de B bar, c'est 1 moins P de B. Ça va mieux? Oui, c'est bon, merci. Ça va pour tout le monde? Bon, bah écoutez, si qui c'est qui m'entendait plus, Louane? Elle m'entendait plus. C'est pas grave, c'est fini. On va lui dire. C'est pas grave, c'est fini.